la sociologie des organisations, c'est-à-dire à une approche très particulière de l'entreprise. Alors, les principaux auteurs, c'est Crozier, Erhard Friedberg notamment. Donc c'est la sociologie française, c'est la sociologie des organisations françaises dont on va parler là. Alors le regard est partiellement nouveau. Pourquoi partiellement nouveau? Parce que je vous rappelle quand même que dans l'école des relations humaines et des systèmes sociaux, il y a déjà une approche de type sociologique ou psychosociologique. Donc on a déjà vu cette approche sociologique, mais sauf que là, elle est relativement originale. Alors d'abord, toutes ces théories ont en commun le rejet de tout ce qui a été fait auparavant sur les théories de l'organisation. C'est plutôt essayer de refonder les théories de l'organisation. Alors qu'est-ce qu'on rejette? Eh bien, il y a une opposition de la sociologie des organisations à cette idée qui est très très forte dans la théorie taylorienne, dans le modèle taylorien, que l'homme est totalement passif. Le seul stimulus auquel il peut être sensible, eh bien, c'est le salaire. Donc voilà, cette conception de l'homme devant lequel il faut agiter la carotte du salaire en permanence pour qu'il avance, c'est une question qui n'est pas recevable pour ces sociologues. Donc on s'oppose déjà à ce pilier de la théorie taylorienne. Mais on s'oppose de la même manière à la passivité de l'homme dans l'école des relations humaines, donc dans les premières approches sociologiques. Pourquoi? Parce que là, la carotte, c'est plus le salaire. Et on a trouvé une autre carotte, qui est la considération. Et donc, on brandit la considération devant la tête du salarié, et ça suffirait à le faire adhérer et coopérer. Donc, il y a aussi un rejet de cette vision très simpliste des motivations de l'homme. Puis il y a une opposition aussi à des choses comme la bureaucratie de Max Weber, ce modèle idéal de fonctionnement des organisations. Pourquoi? Parce que notamment Crozier a beaucoup étudié le phénomène bureaucratique en France dans les années 60-70. On y découvre que la bureaucratie, ça signifie lourdeur, inefficacité, inertie, dysfonctionnement, dépersonnalisation, incapacité à trouver des voies correctrices. Donc, finalement, l'organisation bureaucratique est très très loin de l'idéal prévu par Max Weber et très très loin donc de ce qu'on pourrait appeler l'efficacité et l'efficience. Et autre règle d'ailleurs que va mettre en évidence Crozier, eh bien, c'est dans les conflits et les crises que les bureaucraties évoluent. Elles ne sont incapables de changer d'elles-mêmes dans la continuité, dans l'harmonie et dans la sérénité. Les bureaucraties sont obligées de changer dans la crise et dans la rupture. Ce qui est quand même un très grave inconvénient. Donc, des oppositions quasi générales sur tout ce qui a été fait jusqu'à présent en théorie de l'organisation. Alors, quels sont les principes de l'analyse stratégique, que l'on doit donc à Crozier et à Friedberg? Eh bien, il s'agit d'étudier les organisations sous deux regards très particuliers qui n'avaient jamais été théorisés jusque-là. L'angle du système, l'entreprise est un système, effectivement, où, je vous rappelle, la théorie systémique, tous les éléments sont en interaction, je vous rappelle, et qu'il y a des contraintes qui sont imposées par l'environnement, et le système entreprise est dans l'obligation de s'adapter en permanence à ces contraintes rencontrées dans l'environnement. Donc, le système, le pouvoir, de montrer que le comportement humain dans les entreprises, il est toujours dirigé dans des motivations, sur des motivations de pouvoir, qui sont plus ou moins directes, et puis sur l'incertitude. L'incertitude, c'est ce qui caractérise la vie des organisations. On ne sait pas quel sera l'effectif demain, s'il y a une épidémie de grippe. On ne sait pas quelle sera l'importance des clients demain, et on ne sait pas si nos fournisseurs vont nous livrer après-demain. Donc on peut dire que, effectivement, l'entreprise est l'univers de l'incertitude. Quand il y a incertitude, généralement, il n'y a pas de règle organisationnelle. Quand il n'y a pas de règle organisationnelle dans un système, ça va être l'occasion pour les individus
de pouvoir manifester et revendiquer du pouvoir. Donc voilà cette approche totalement novatrice que nous proposent ces sociologues de l'organisation. Alors les organisations, deuxième principe, les organisations sont considérées comme contingentes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'elles sont... il n'y a pas de bonne ou de mauvaise organisation, mais que les organisations, elles sont fonction d'un certain nombre de variables, la taille de l'entreprise, son activité, son histoire, la nature de son environnement, le type de système technique utilisé, etc. On a vu les théories de la contingence, et donc ces sociologues de l'organisation disent, voilà, il n'y a pas une organisation qui ressemble à une autre, les organisations sont donc spécifiques et contingentes. Alors, eux, ils voient l'organisation non pas comme un ensemble, une combinaison de facteurs de production, ils s'intéressent uniquement aux facteurs de production humains, et l'être humain, justement, ils ne le considèrent pas comme un facteur de production, ils le considèrent comme un animal politique, puisque l'être humain est en recherche de pouvoir dans sa vie professionnelle. Donc l'organisation doit être conçue comme un système social. Voilà, c'est les relations sociales qui fondent finalement l'entreprise. Système social, alors entre des individus et des groupes d'individus. Ce qui veut dire qu'il y a des coalitions. Il y a des individus qui, tacitement ou plus formellement, vont se regrouper, lutter ensemble pour obtenir un certain nombre d'avantages et un certain nombre d'avancées. Et donc il y a des coalitions comme ça qui sont mouvantes, qui changent dans le temps, les uns contre les autres ou partiellement contre les autres. Et c'est cette réalité sociale qui explique aussi en partie l'évolution des entreprises. Donc des coalitions qui sont finalisées, qui ont des buts spécifiques. Telle coalition veut que l'encadrement, donc la coalition des cadres, veut que les cadres soient soumis aux 35 heures avec une pointeuse comme les autres salariés. Voilà une coalition qui a un objectif très particulier. Et puis vous avez la coalition des non-cadres, par exemple, qui sont là, qui eux pensent que ils devraient avoir une augmentation de salaire parce qu'ils montrent beaucoup de flexibilité dans la mise en œuvre des mesures décidées par la direction. Donc voilà, ces coalitions, elles peuvent s'affronter ou au contraire pas s'affronter, parce qu'on peut accorder les avantages dont je parle à tout le monde. Enfin, dans un monde idéal, on pourrait le faire, si vous voulez. C'est pas forcément contradictoire. Mais voilà concrètement ce que ça signifie dans les entreprises. Là, je vous ai pris des exemples simples, les cadres et les non-cadres, mais des fois, c'est très transversal. Les gens vont partager des intérêts communs alors qu'a priori, ils n'ont pas la même situation dans l'entreprise. Alors, les individus sont considérés comme des acteurs. Rappelez-vous, on s'oppose à la passivité de l'homme taylorien et à la passivité de l'homme des relations humaines, qui ne réagit qu'au salaire et à la considération. Là, l'homme est un véritable acteur, c'est-à-dire qu'il joue son propre rôle, et c'est un stratège. C'est-à-dire qu'il joue son propre rôle pas pour jouer, mais parce qu'il a des objectifs dans la vie et qu'il va essayer d'atteindre ses objectifs. Des objectifs dans la vie professionnelle. Donc ces stratèges ont une marge d'action. Et si vous êtes un stratège et que vous pouvez ne rien décider, ne rien influencer, vous n'êtes plus un stratège. Donc ça suppose une certaine liberté d'action, une liberté relative, qui va permettre à chacun de modifier sa position dans l'organisation. Alors quand on dit modifier sa position dans l'organisation, il est évident que les individus souhaitent tous améliorer leur situation dans l'organisation. Éventuellement, les jeux ne seront pas toujours gagnant-gagnant, ils seront aussi à somme nulle, et que parfois il y aura, dans ces affrontements pour le pouvoir, des gagnants, donc des gens qui vont améliorer leur position dans l'organisation, mais des perdants aussi, donc des gens qui vont voir leur situation se dégrader. Les acteurs sont doués d'une rationalité limitée, on retrouve les hypothèses de Simon, donc ils choisissent des solutions satisfaisantes pour atteindre leur but personnel, mais en aucun cas ils ne peuvent prétendre choisir a priori toujours les meilleures solutions. Alors quelles sont les caractéristiques de l'organisation dans cette vision sociologique ? Eh bien, l'organisation, c'est pas une représentation, c'est pas une photo, dans le sens de l'organigramme qu'on présente souvent comme
formalisation et représentation d'une organisation, l'organisation est considérée comme un système d'action concret. Et ça, c'est très important parce que, évidemment, dans l'entreprise, on est là pour agir. Hein, et l'organisation, enfin l'entreprise, est le type d'organisation qui nous préoccupe, nous, principalement, mais c'est aussi le principal type d'organisation. Alors, système d'action concret, ce système d'action concret, ben, il est le résultat à la fois de l'action des uns et des autres, alors individuellement ou des groupes. Alors les groupes, ça peut être des groupes d'affinité, ça peut être une section syndicale. Dans l'entreprise, c'est un groupe dont la mission n'est pas de produire de la valeur ajoutée, c'est pas sa finalité, le groupe syndical, de produire de la valeur ajoutée. Mais ce groupe-là existe. Et puis, vous avez des groupes professionnels. Et puis après, vous avez, j'en ai parlé, des groupes d'affinité. Donc vous avez plusieurs logiques de groupes qui vont se superposer. Et ces groupes vont être en interaction. Et à l'intérieur des groupes, les individus vont être en interaction. Avec des phénomènes de leadership, par exemple, ou au contraire des phénomènes de normalisation, de socialisation des individus. Donc ça veut dire que si on doit avant tout représenter l'entreprise comme sa capacité à agir, et que cette capacité à agir, elle dépend des interrelations qu'il y a entre les individus et les groupes, eh bien, on est forcé de reconnaître que l'organisation de l'entreprise est instable. Est instable parce qu'elle se transforme quasiment en temps réel. Alors, cet ensemble de règles formelles et informelles que les individus se donnent pour résoudre les problèmes concrets et qui surviennent dans le fonctionnement quotidien des organisations. Alors, règles formelles et informelles, ça c'est intéressant. La règle formelle, c'est la procédure, pour faire simple. Et la règle informelle, c'est la routine. La routine qui a une codification, mais qui n'est pas une codification écrite. C'est pas dans un règlement intérieur, c'est pas dans une note de service, c'est pas dans un manuel de procédure. On fait comme ça. On fait comme ça et tout le monde sait que, enfin tous les gens qui sont concernés par cette action-là savent qu'on fait comme ça. Hein, donc, ces règles, elles sont là, évidemment, aussi pour résoudre les problèmes. Elles sont là pour effectuer les tâches au quotidien, mais elles sont là aussi pour apporter des solutions aux problèmes récurrents qui ne manquent pas de se poser dans la vie d'une entreprise. Alors, je vous parlais tout à l'heure d'incertitude pour l'entreprise, et évidemment, l'entreprise est un lieu de grande incertitude. Alors, je donne quelques exemples. Incertitude financière, hein, qu'est-ce que demain, quel va être notre chiffre d'affaires demain, et quelle va être notre marge, et quelle va être notre rentabilité. Évidemment qu'on ne peut que supposer, que prévoir, mais pas savoir à l'avance. Incertitude commerciale, que vont devenir nos clients demain, ou incertitude technique, est-ce que nos procédés de fabrication, ou est-ce que la technologie de notre produit, eh bien, tiendra la route dans les prochaines années. Donc, incertitude maximale sur tous les points. Mais on pourrait aussi citer les ressources humaines, et incertitude, est-ce que mon ingénieur, qui est si génial, et à qui je dois les succès de tous mes nouveaux produits, est-ce que cette personne-là sera toujours avec moi dans un an? Hein, donc l'incertitude, elle est dans tous les domaines de la vie des entreprises. Alors, ces incertitudes, elles ont ça d'intéressant pour les individus, c'est que généralement, il n'y a pas de règles qui ont été prévues pour régler les incertitudes qui se présentent dans la vie de l'entreprise. Alors, il n'y a pas de règles. On a des outils, je vous parlais tout à l'heure des routines organisationnelles, des procédures, etc., qui sont des procédures de résolution, mais on n'a pas de solution toute faite au dysfonctionnement de l'entreprise. Et donc, je vous disais tout à l'heure que les acteurs avaient une marge de liberté de l'entreprise. Précisément, c'est par rapport à ça. Leur mission, elle s'arrête là où les dysfonctionnements apparaissent. C'est plus prévu. C'est à eux de le gérer, peut-être. On ne sait même pas trop qui doit gérer le problème, d'ailleurs, souvent. Mais ce n'est pas prévu dans leur description de poste, par exemple. Et donc, c'est là où les individus vont avoir une certaine latitude au niveau de l'action. Faire ou ne pas faire. Déjà, parce que c'est pas prévu, après tout, on n'est pas obligé de faire. Faire ou ne pas faire, et quand on fait, comment fait-on et pour quelles raisons le fait-on? Hein, et donc, c'est là où les individus vont exprimer leur comportement stratégique pour arriver à leur fin, dans l'incertitude.
Donc le pouvoir devient la notion centrale pour analyser les organisations. Hein, alors, comment définit-on le pouvoir chez ces sociologues? Eh bien, c'est une relation d'échange qui se négocie, le pouvoir. Hein, donc voilà, on est avec les autres, on dit, bon voilà, moi je veux ça, et en contrepartie, si j'ai ça, tu auras ça. Hein, c'est le deal gagnant-gagnant, si vous voulez, généralisé dans toutes les parties de l'organisation. Donc, ce pouvoir structure les relations dans l'organisation en produisant des règles. Alors, je vous rappelle quand même qu'il y a le pouvoir officiel dans l'entreprise. Hein, la ligne hiérarchique, évidemment, c'est la formalisation du pouvoir tel qu'il est souhaité par cette organisation. Et puis, il y a le pouvoir réel. Vous remarquerez souvent dans la vie professionnelle, vous aurez probablement l'occasion de rencontrer des situations où le décideur n'est pas celui qui est annoncé. C'est-à-dire vous allez par exemple voir un directeur commercial et vous allez vous apercevoir que ce n'est pas le directeur commercial qui prend l'essentiel des décisions commerciales. C'est quelqu'un qui est à son service ou hein, ça fonctionne souvent comme ça. Donc la réalité du pouvoir dans l'entreprise par rapport à ce qu'elle était prévue dans l'organigramme, des fois il peut y avoir un sacré écart. Le pouvoir va stabiliser les interrelations des acteurs. Bah oui, parce que évidemment, comme c'est un échange, hein, on est obligé de négocier et puis on est obligé derrière de respecter le deal qui a été passé avec les autres acteurs. Alors, au-delà de cette vision de l'entreprise comme une arène politique, hein, c'est une expression que je vous engage à retenir, hein, qui montre qu'effectivement il y a du combat politique dans les organisations. Vous remarquerez d'ailleurs que les organisations non marchandes, c'est-à-dire celles qui ne sont pas dans l'obligation de se battre pour survivre, hein, je trouve que c'est une définition assez pertinente de l'organisation marchande. L'organisation marchande, elle se bat pour survivre. L'organisation non marchande, de type administration, non. Elle se bat pour se développer, plus exactement. Hein, mais elle n'est pas obligée de gagner sa vie, c'est-à-dire que les moyens lui sont attribués par une autorité de tutelle. Hein, donc évidemment, ça va changer toutes les circonstances de l'organisation et du rapport des individus dans l'organisation. Et on remarquera que dans ces organisations non marchandes, de type administration, eh bien, il y a beaucoup d'énergie qui est passée sur ces luttes de pouvoir. Hein, d'aucuns prétendent que certaines bureaucraties sont tellement malades que les gens passent leur temps, effectivement, à régler leurs propres questions pour atteindre des positions plus enviables. Hein, donc c'est aussi une réalité du monde du travail, et au-delà de ce qu'on peut remarquer dans certaines administrations, dans les grandes bureaucraties privées, hein, dès que vous avez des effectifs administratifs pléthoriques, eh bien, dans ces administrations-là, privées, vous retrouvez effectivement ces tendances à la lutte de pouvoir, essayer de prendre la place de l'autre. Et c'est très... en même temps, c'est très humain, hein, mais vous comprenez bien que ça détourne la finalité de la présence du salarié dans une entreprise. Donc, quelque part, c'est extrêmement contre-productif. À partir du moment où les gens ne pensent qu'à améliorer leur position et que finalement, leur présence dans l'organisation et leur contribution à la réussite de l'organisation ne devient qu'un sous-objectif de leur objectif principal.